bien et je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va balayer à travers quelques séances des petits points au niveau savoir-être, surtout au niveau de l'humain. Donc ici c'est une séance avec Avantos, on a été à la rivière, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas été parce que la rivière est vraiment assez loin de chez nous et donc j'attendais qu'il se sente un petit peu mieux dans ses jambes. Je vous avais dit qu'on avait fait des injections d'Ara 3000 pour qu'il se sente un petit peu mieux dans ses articulations, dans ses jambes, au niveau de l'arthrose. Il n'arrivait clairement plus à galoper, monter, en tout cas plus en carrière, c'était vraiment que sur ligne droite en extérieur et encore ça devenait parfois compliqué. Depuis qu'il a les injections ça commence à aller mieux parce que surtout quand on vient le voir auprès il revient au galop. C'est toujours ce qu'il faisait, il venait toujours vers nous au galop et depuis qu'il avait du mal au niveau de ses jambes, il venait plus qu'au pas. Alors là pour aller à la rivière il y a une descente très pentue. En plus le chemin était complètement caché par la végétation, je pense que plus personne n'avait pris ce chemin et donc du coup j'ai vraiment dû dégager la route. Vous voyez clairement pas où on allait, on avait vraiment l'impression qu'en contrebas, hop on tombe tout de suite dans la rivière, donc c'est assez impressionnant. Et donc au début Avantos il refusait de descendre, il était un petit peu bloqué en haut et donc ce que j'ai fait c'est que je suis remontée et je l'ai aidé vraiment juste à passer le premier pas en fait dans la descente. Il était vraiment bloqué sur le terre-plein en herbe et voulait pas passer en fait sa tête sous les feuillages et s'engager dans la descente. Et donc je l'ai juste aidé à s'engager en l'encourageant, en faisant en fait ce pas avec lui, en étant là avec lui, en ne le laissant pas tout seul. Il l'a fait vraiment assez facilement. Ensuite pour le faire descendre je voyais qu'il était de nouveau très hésitant et je le sentais un petit peu crispé et je sentais qu'à tout moment il allait reculer et repartir. Et donc là j'ai utilisé, vous savez voilà je me suis formée avec Catherine Sen à la voix et là tout de suite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé la voix joyeuse. Comme toujours je vous dis quand un cheval a peur de quelque chose, on va toujours aller vers la cause de cette peur, vers l'objet qui lui fait peur, l'endroit qui lui fait peur. On va montrer au cheval que nous on y va et qu'on regarde cet objet, qu'on regarde cet endroit et qu'on met beaucoup de joie et que voilà, on met une voix très joyeuse, très enthousiaste. Et donc tout de suite, hop, j'ai mis cette voix là, j'ai commencé à dire oh regarde c'est super chouette machin, je vais d'ailleurs vous mettre un petit extrait avec le son juste après. Et tout de suite, j'ai vu sa physionomie a changé, comme si vraiment, hop, il s'éclairait, il se disait ah mais oui, pourquoi pas, il s'est débloqué et tout de suite, il est descendu. On n'a pas besoin de stick, de contrôler les épaules, de contrôler les hanches, non. On a juste besoin de contrôler l'émotionnel. Et là, juste en mettant la bonne voix au bon moment, vous contaminez votre cheval et vous arrivez à l'emmener avec vous dans la bonne émotion. Pour que votre cheval vous suive dans la bonne émotion, il faut avant tout que vous ayez travaillé en amont pour être le référent, pour être celui sur lequel il a envie de se reposer, qu'il ait la confiance, qu'il ait le lien, la connexion, etc. Qu'il soit connecté avec vous. Mais une fois que votre cheval a confiance en vous et connecté avec vous, vous pouvez complètement le tenir juste avec votre savoir-être, juste avec votre voix, comme je vous dis ça très souvent. Ensuite, on a fait un petit peu de liberté dans la rivière, c'était vraiment super chouette, il était super connecté. Et ensuite, pour remonter, ça a été un petit peu compliqué, parce que comme ça montait très fort, je savais qu'il allait avoir besoin d'élan, et que moi par contre j'étais un petit peu à quatre pattes dans la montée. Donc moi je voulais monter tranquillement et l'appeler une fois en haut et lui dire voilà tu peux venir et tu peux monter au trot, au galop, pas de souci. Mais clairement à deux ensemble dans la montée ça aurait été compliqué. Et donc je lui disais d'attendre en bas, il comprenait très bien, il me montrait même qu'il comprenait parce qu'il partait un petit peu sur le côté, l'air de dire ok je vais faire ma vie, je te laisse. Mais dès que je m'engageais dans la montée, qu'il ne me voyait plus à cause de la végétation, il se disait panique, je suis tout seul en bas, c'est la mort. Voilà, le cheval ça reste une proie, ça reste un animal qui ne sait pas vivre tout seul et donc voilà, c'était clairement danger de mort de se retrouver là en bas tout seul, surtout qu'on sait qu'Avantos n'a pas confiance en lui, c'est pas un cheval indépendant, c'est pas un cheval qui va prendre le lead, c'est vraiment un cheval qui a complètement besoin de moi et donc quand il ne me voit plus comme ça en extérieur, c'est la panique. Et donc là j'ai dû être un petit peu plus ferme pour lui dire non, tu attends en bas. Quand il part comme ça dans le stress, c'est la panique qui prend le relais. Et là, il faut tout de suite couper la panique, ça sert à rien, parce qu'après c'est l'escalade. Donc je suis redescendue, j'ai remis du calme avec lui, et ensuite quand je suis remontée, pareil, je le tenais avec ma voix, je lui redisais tu attends, très fermement, mais vraiment, voilà, pour le tenir tout le long, et il m'entendait du coup encore, il savait que j'étais là, et que voilà, je lui rappelais, voilà, ce qu'il devait faire. Et puis après tout de suite, hop, je lui demandais de me rejoindre, et ça s'est bien passé. Après en haut, il y avait un petit peu de frustration évidemment, parce qu'il avait dû attendre, parce qu'il avait dû rester un petit peu tout seul. De nouveau quand c'est comme ça, on prend le temps de redécontracter, ça sert à rien d'ignorer, de demander à votre cheval de ralentir, de le freiner tout le temps, de le bloquer dans son stress, non. On passe par la redécontraction et donc là j'ai utilisé notamment de nouveau la marche en synchro
Et là ça l'a vraiment aidé à se décontracter et il est vraiment très réceptif à ça. Parce qu'au début donc je me suis calée sur son pas, donc de nouveau hein, ça se fait toujours longe détendu. Et puis tout de suite en fait au bout de 2 foulées, dès qu'il sent que je suis calée sur lui, ça suffit, je peux tout de suite moi lui demander de se caler sur moi. Et là, il l'a fait tout de suite et là j'ai carrément pu m'amuser à lui demander de poser un petit peu plus longtemps le pied gauche que le pied droit. Donc on faisait un temps un petit peu plus long à gauche et puis une foulée à droite un petit peu plus rapide. Alors c'était vraiment très très léger, je ne sais pas si ça se verra sur la caméra, mais c'était vraiment assez drôle d'arriver juste grâce à cette connexion dans la marche en synchro, de pas seulement allonger ou rétrécir la foulée, mais de gérer aussi l'équilibre gauche-droite. Et puis voilà, ensuite sur le retour, il a été vraiment super calme. Arrivé près de la maison, j'ai même pu lui demander de reculer par aspiration, signe qu'il n'était pas du tout pressé de rentrer, on était vraiment pas loin de la pension, il aurait pu me dire non, moi, hop, je rentre tout seul, et non, il reculait avec moi. J'aime beaucoup cette citation, et pour vous l'illustrer, je vais vous parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée dans le cadre de mon travail donc de juriste au bureau. Vous allez voir que cette petite histoire se rattache en fait très bien à la séance que vous venez de voir avec Abantos, mais également avec pas mal de mes autres séances et va illustrer un concept vraiment intéressant. En gros, on est une équipe de 10 et donc on gère chacun un portefeuille de fonds d'investissement et donc on a chacun nos dossiers. Et j'avais une collègue qui a dit l'autre jour « Oh mais Aurélia, en fait elle a que les dossiers les plus faciles ». Et au début c'est vrai que j'avais pris ça un petit peu mal parce que je me suis dit pourquoi elle dit ça, surtout que c'était pas vrai du tout. On a chacun des moments difficiles avec nos dossiers, d'autres moments plus faciles, enfin c'est vraiment très équilibré quoi. Et en fait au final je me suis rendu compte que c'était un compliment. Personne je pense ne l'entendait pas comme ça, mais moi au final je me suis dit mais non mais c'est un compliment en fait. Parce que ça veut dire quoi? Que mes dossiers, je le sais très bien vu que je suis dedans, ne sont pas forcément faciles, mais l'impression que je donne vers l'extérieur c'est que ces dossiers sont faciles. Et ça, on peut tout de suite le relier au travail qu'on fait avec les chevaux, et à se dire qu'au final rien n'est dur en soi. On peut partir du postulat que tel exercice, tel dossier est difficile et se rendre la vie compliquée, ou partir du principe que ça va aller et rester dans le positif. D'où l'importance du sourire, comme je vous dis toujours, de se décontracter, de transmettre de la joie, dans la voix, dans l'énergie. Tout dépend en fait de comment on prend les choses. Et souvent en fait le problème, que ce soit avec les chevaux ou dans la vie, ça vient de notre point de vue. Les dossiers, les exercices ne sont en fait que ce que vous en faites. Ça paraît facile de l'extérieur parce que je les prends avec une posture positive. Et pareil avec les exercices. Selon comment vous les abordez, vous pouvez rendre au cheval l'exercice facile ou difficile. Et c'est vraiment à vous de vous mettre dans la bonne posture pour que le cheval fasse l'exercice en ayant l'impression que c'est super facile. C'est à vous de modifier, première chose, votre point de vue, pour ensuite pouvoir du coup modifier le sien. Si vous abordez l'exercice en vous disant « Oh là là, cet exercice-là, il est super compliqué, je suis pas bien sûre des étapes, etc. » c'est sûr que ça va pas aller. Et souvent quand un exercice ne passe pas, c'est que la façon de l'aborder ne va pas. Donc déjà la première chose c'est nous d'être positifs et d'avoir dans notre esprit quelque chose de clair de là où on veut aller, même si voilà, de nouveau, avec le cheval, on se met pas d'objectif trop carré, mais avoir une image claire dans notre tête de ce que l'exercice devrait donner. Si déjà dans votre tête c'est brouillon, il faut déjà se reposer et se dire ok, qu'est-ce que je veux en fait, qu'est-ce que je visualise. Et ensuite, l'aborder, moi je dis toujours l'aborder sous forme de jeu. Comme on l'a vu là dans la descente où Abantos osait pas descendre vers moi, à partir du moment où j'ai changé rien que la tonalité de ma voix, il est tout de suite descendu, ça lui a paru facile parce que j'ai changé mon point de vue et la façon de lui présenter. Et pareil avec l'exercice du montoir que je vous avais montré dans une des vidéos précédentes où Abantos avait tendance à gigoter un petit peu au montoir suite à quelques mauvais souvenirs comme il avait eu des petits problèmes de locomotion. J'avais eu un petit peu de mal au début comme je vous avais dit parce que j'avais abordé l'exercice en voulant tout de suite avoir un cheval qui se place correctement au montoir avec l'aspiration des épaules, etc. Et je m'étais focalisée sur un élément en particulier, donc d'avoir le bon positionnement au montoir. Et à partir du moment où je me suis dit mais non, je prends le problème par le mauvais bout, je dois arrêter de me focaliser sur ce petit détail qui en fait n'était qu'un détail, et d'aborder l'exercice plus d'un point de vue émotionnel, et je vous remets du coup la vidéo en lien comme ça vous aurez toutes les explications. À partir du moment où j'ai changé le focus, mon exercice s'est beaucoup mieux passé et ensuite j'ai pu redemander un placement beaucoup plus précis parce que la confiance était acquise. Et donc tout ça, ça nécessite en effet de prendre du recul, de se dire bon je me suis focalisée sur l'aspect position précise alors qu'en fait non, l'élément principal c'était simplement retrouver la confiance. Ça nécessite de prendre un petit peu de recul, de réfléchir et souvent quand un exercice ne passe pas, c'est important de prendre un petit peu de temps pour réfléchir et de se dire mais au final est-ce que je l'aborde par le bon bout. Donc ça implique aussi de lâcher prise, de se remettre en question, de se dire aussi que rien n'est écrit et qu'une méthode qui va marcher un jour sur un exercice peut ne pas marcher le lendemain sur un autre. Faut pas oublier
Imaginez que si notre objectif c'est d'arriver à faire un exercice, celui du cheval c'est juste de se sentir bien. Et donc c'est à nous de faire rejoindre en fait les deux objectifs de chacun. Nous, d'arriver à cet exercice, et le cheval de se sentir bien avec lui. Et donc, voilà, il faut faire des compromis, des concessions, et en fait tout ça c'est que de la communication. Pourquoi en fait dans mes dossiers ça paraît facile de l'extérieur? Je pense que c'est pareil en fait, parce que dès que ça ne va pas, déjà je m'attaque au problème, j'essaie de comprendre pourquoi ça ne va pas, je ne m'assois pas dessus en fait en attendant que ça se décante tout seul, je prends du recul, je communique avec les gens, et avec les chevaux c'est pareil en fait. Quand quelque chose ne va pas, c'est qu'il faut changer la manière de le faire, et ça sert à rien d'attendre en répétant toujours la même chose en espérant qu'un jour ça va passer. Et pareil, il faut pas avoir peur des déconnexions, il faut lâcher prise aussi là-dessus, comme je vous ai déjà dit. Un cheval qui s'en va un instant T dans la séance, c'est pas grave tant que vous arrivez à le réattirer vers vous, à le remettre dans le jeu, dans le travail avec vous. La déconnexion, c'est aussi une forme de communication, c'est pas un échec, c'est simplement un message que vous envoie votre cheval. Il a peut-être pas compris quelque chose, parce que peut-être il ne se sent pas bien à ce moment-là, mais c'est jamais contre vous, et ça permet toujours d'avancer et de trouver d'autres réponses. Et encore un autre exemple, j'avais fait sauter à Bantos sur un obstacle à travers de la fumée donc qui était émise par un appareil à fumer, et c'était un exercice très impressionnant. Donc j'avais procédé à l'époque comme d'habitude, en allant moi vers l'appareil, en lui montrant que c'était très chouette, en lui proposant de venir me rejoindre, en le laissant analyser, et puis après quand on s'est mis à sauter dans la fumée, j'étais vraiment dans le mindset de jeu. Et ce qui est important aussi pour tout ça, que ce soit pour être décontracté, pour prendre du recul et puis pour laisser aussi le temps au cheval à lui de prendre du recul, c'est de vraiment faire des pauses de qualité. Une pause de qualité, en fait, c'est une pause où l'humain aussi fait une pause. Et ça, je vous en avais déjà parlé, je crois, dans un petit short qui était sorti il y a un petit moment maintenant. Vous faites une pause, ça sert à rien de penser à la suite de votre exercice. Et c'est vraiment une compétence de faire une pause, autant pour le cheval que pour l'humain. Et un cheval qui fait jamais de pause, il va vite être foutu, il va vite être complètement en burn-out, parce qu'il va être sans cesse stimulé. Et ça va donner un cheval qui enchaîne tout le temps des réponses aux exercices sans savoir se relâcher. Et c'est important, à la fin de l'exercice, quand vous valorisez votre cheval, quand vous lui dites que c'est super ce qu'il a fait, regardez votre cheval et que lui aussi soit focus sur vous. Pas que vous ayez un cheval qui est focus sur vous que dans l'exercice, et qui du coup, au moment où vous le félicitez, il regarde déjà ailleurs, et du coup il ne partage pas cet instant avec vous. Moi j'aime bien aussi faire des pauses où le cheval fait sa pause tout seul, où il souffle de son côté, où il peut regarder où il veut. Oui, mais c'est aussi important de prévoir des moments de pause qu'on fait en commun. Donc on fait un petit massage, quelques secondes, voilà, une petite gratouille, ou quelque chose où on partage vraiment, pour que dans la séance, il y ait des instants où on est ensemble sans faire quelque chose, sans faire un exercice. Il faut toujours se remettre, comme je vous disais tout à l'heure, dans le point de vue du cheval. Le cheval, ce qu'il cherche, c'est se sentir bien, c'est pas faire un exercice. Donc de nouveau, dans cette idée de compromis, de se dire ok, on va faire un exercice, oui, mais on va le faire en se sentant bien, et en plus, on va mettre des pauses autour, à la fois des pauses pour le cheval tout seul, où il peut respirer, mais attention, vous aussi, vous devez faire une pause et vous détendre. Si vous êtes contracté et en train de penser à la suite, vous n'allez pas aider votre cheval à vous détendre. Et à la fois des pauses que vous faites en commun avec votre cheval dans un moment de partage où vraiment vous vous regardez, où l'attention de chacun est sur l'autre. Et ce qui est important aussi, c'est que les pauses, de nouveau, il n'y a pas de règle. Il y a des jours où vous allez devoir en faire beaucoup et d'autres jours où vous allez pouvoir enchaîner un petit peu plus rapidement sans faire de pause. Et ça vient de quoi? Ça vient notamment, une notion dont je ne vous ai peut-être pas encore parlé, c'est la charge allostatique. En fait, c'est vraiment, c'est la charge émotionnelle, c'est la charge de stress, un petit peu comme un seau d'eau qu'on va remplir goutte à goutte. Donc ça peut prendre un petit moment du coup avant de déborder, à chaque fois qu'on a un stress, à chaque fois qu'on a une tension. C'est vrai pour les chevaux comme pour nous, ça va s'accumuler, et puis d'un coup, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on va péter un câble, le cheval va péter un câble sur un truc qui paraît ridicule, il a explosé face à une brouette, et on se dit mais c'est ridicule, c'est un tout petit truc. Mais pourquoi le cheval a explosé? Parce qu'il y avait toute la charge, justement, toute la charge allostatique derrière, qui poussait jusqu'à faire déborder. Et donc c'est pour ça que c'est important de vider ce seau d'eau. C'est important de faire des vraies pauses, des vrais moments de détente et de pas bâcler ces moments. Avec Caresse, je vous montre ici les images d'un petit travail qu'on a fait en extérieur. Vous savez que Caresse a toujours tendance à se tendre assez vite en extérieur, surtout dans des espaces un petit peu ouverts comme ça. Et là je suis vraiment très contente d'elle parce qu'elle était très calme, très à l'écoute, très détendue. Et donc on a carrément pu faire un exercice que je ne peux pas faire en carrière clairement parce que la carrière n'est pas assez grande. On a pu faire un enchaînement assez long avec voilà une porte avec 2 drapeaux, un tout petit seau, c'était simplement des frites un petit peu impressionnantes quand même mises au sol, mais c'était voilà juste pour l'aider à prendre le galop, à prendre sa foulée à ce moment-là.
Le dispositif était quand même un petit peu impressionnant et je suis vraiment contente parce que je lui ai montré à pied à peine 2 secondes et hop, elle avait envie déjà de passer par-dessus. Elle sait maintenant avec moi que la nouveauté est vraiment associée au jeu, au plaisir et donc voilà, elle se lance vraiment. J'ai remplacé vraiment son réflexe de peur face à la nouveauté par un réflexe de curiosité. Je n'empêche jamais mon cheval d'avoir peur, je lui apporte simplement une autre solution, celle de découvrir et d'analyser. Et ça, quand on a comme ça la confiance, le lien avec le cheval, on a presque plus de noms en fait. Parce que souvent je sais qu'il y en a qui s'étonnent un peu quand je dis toujours que je commence ma relation par accepter les noms, que j'essaye un maximum d'accepter les noms du cheval, mais au final vous voyez que ça ne pose pas problème. Regardez avec Caresse et Aventos, je n'ai plus de noms sur des choses qui leur posaient problème. Une fois qu'on a le lien, comme je vous parlais également dans la vidéo sur la résilience, les chevaux ils donnent, les chevaux ils ont envie de dire oui, ils ne se posent même plus la question de dire non. Ils savent en plus que si ça va pas, je suis là pour leur apporter une solution. Donc après ce petit dispositif, on avait des piquets pour faire un petit slalom, et donc au début on a fait le slalom au trot, je lui ai laissé le temps de découvrir, je l'ai pas poussé dans le galop. C'était même pas mon but de faire un slalom au galop parce qu'on ne l'a jamais fait, hein. Vous savez que le galop chez Caresse c'est un trotteur, donc c'est pas le galop le plus en équilibre du monde. Et là au bout d'un moment j'ai senti, elle se sentait prête, elle a pris le galop après l'obstacle et on a réussi notre premier slalom au galop sans perdre le galop, avec un galop calme, en équilibre et en plus dans un champ, donc sans stress, sans tension. Donc le but de cet exercice c'était vraiment de travailler l'équilibre après le petit saut sur les frites et venir ensuite du coup slalomer sans chercher à courir. Et donc vraiment de chercher un cheval qui caresse après un petit obstacle, la tendance, bah voilà, repasser sur les épaules, à courir un peu. Et là vraiment le fait de mettre ce slalom derrière l'obstacle, ça la forçait à se redresser et ça me forçait moi aussi à travailler. De nouveau c'est quelque chose qui était aussi efficace pour Caresse que pour moi, parce que moi après l'obstacle souvent bah, je suis contente, je retravaille pas toujours tout de suite derrière. Là le fait d'avoir cet exercice là, moi ça me forçait à me redresser, et Caresse aussi pareil. Elle a très vite compris, les deux premiers passages ont été un petit peu laborieux et après elle a tout de suite compris qu'il y avait un exercice derrière et donc il fallait se redresser. Et donc de nouveau on est passé par cette compréhension par le cheval qui a la compréhension globale de l'exercice, qui sait qu'il y a un slalom derrière, et du coup la moitié du travail est déjà faite parce qu'elle se redresse déjà d'elle-même et j'ai pas besoin du coup de venir agir, de venir passer en force parce que elle comprend qu'après le saut, ok il y a le slalom, donc oui c'est logique, il faut que je me redresse. Alors que si on travaille, je dirais bêtement comme ça, on se force nous simplement à dire ok, je vais redresser mon cheval, hein, d'ailleurs dans le terme, on se force à le faire, et pas pareil, du coup on force le cheval à le faire, et donc pour que ça devienne quelque chose de confortable, hein, de nouveau c'est toujours le but, et quelque chose de facile pour le cheval, c'est bien de commencer comme ça en mettant derrière un tout petit saut, hein, pas mettre le cheval en difficulté, hein, là c'était à 3 cm, mais de mettre un exercice derrière pour que ça fasse sens pour tout le monde, et qu'une fois que le cheval a senti dans son corps le bon mouvement, le geste juste, il sache le reproduire après sur demande et même de lui-même après un obstacle parce qu'il aura senti que c'est plus confortable. Le sol n'était pas terrible, il n'y avait pas de gros trous, voilà, rien de dangereux, mais je sais que dans les champs comme ça, elle a toujours plus de mal à trouver son équilibre, et c'est pour ça que j'arrivais jamais vraiment à la travailler en extérieur, à la fois pour le problème de tension, et aussi à la fois pour le problème au niveau de ses pieds. Vous savez, Caresse a toujours été stressée pour tout ce qui touchait au niveau de ses pieds, et donc dès qu'elle ne se sent pas sûre au niveau du sol, tout de suite ça provoque encore plus de tension. Et donc là, bah, tout ça, en fait, c'est vraiment l'aboutissement de tout ce que vous avez vu dans les vidéos avant, de tout ce qu'on a travaillé en extérieur, que ce soit monté, que ce soit à pied, toutes les balades où je lui ai proposé de partir justement marcher devant moi pendant que je restais à sa croupe, où justement c'était elle qui prenait le lead de la balade, où c'était elle qui marchait donc devant, ça l'a énormément aidé à vraiment prendre confiance en elle et à se dire voilà, oui je peux y aller, et à ne plus se bloquer. Et là d'ailleurs je l'ai réutilisé sur le petit dispositif avec les frites, c'est-à-dire que quand je lui ai montré à pied pour tester justement si vraiment elle était franche sur cet exercice, je me suis mis à sa croupe et je lui ai dit hop voilà, vas-y. Elle a été seule de son plein gré, je n'étais pas du tout en train de l'encadrer derrière et de la pousser sur l'exercice, je lui ai donné l'indication va, je lui ai proposé la direction, et ensuite c'est vraiment elle qui a regardé et qui s'est dit hop, j'y vais. Alors voilà, c'est arrivé, le grand jour, la première fois avec Caresse, en cordelette, sans licol, sans mort sur la tête. Je vous rappelle un petit peu rapidement pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Caresse, donc trotteur, sortie des courses, jusqu'au moment où je l'ai récupérée, elle n'avait rien fait, donc autant dire que son équilibre était vraiment très mauvais. C'est une jument très droitière, donc je travaille beaucoup avec les exercices de Pierre Beaupère
pour justement remettre de la symétrie. Et c'est une jument qui du coup a besoin vraiment d'un appui au niveau de sa tête pour s'aider à se relever, pour s'aider à se remettre au niveau des hanches. Comme vous savez, j'ai commencé un petit peu à la monter en licol, en side pull. Ça se passe vraiment plutôt bien. Par contre, pour faire lâcher le poing sur la tête, c'est un petit peu plus compliqué. Dès qu'on est en cordelette sans plus rien sur la tête, mais elle a tendance voilà, à courir un petit peu après sa tête. Et donc ici dans cette séance, j'ai commencé par travailler le saut sur un petit directionnel. Et on a pu vraiment, de nouveau comme je vous disais tout à l'heure, on a bossé le calme après un petit obstacle. Ici on a bossé le calme avant le petit obstacle. On a fait un abord presque au pas pour qu'elle ne cherche pas à plonger sur sa barre. Et je suis vraiment contente parce que j'ai réussi vraiment à la garder avec moi en licol sans pression, avec très peu de contact. Et ça c'est un bon exercice pour justement qu'elle apprenne à se relever toute seule. Et de nouveau, comme elle voit l'obstacle et qu'elle sent que de passage en passage, que plus elle est sur les hanches, plus c'est confortable, plus voilà, elle a tendance à se redresser d'elle-même et d'écouter du coup juste le poids de mon corps. Donc là c'était déjà un beau progrès. Et comme je la sentais vraiment pas mal, j'ai continué en prenant juste ma cordelette. Et donc là vous allez voir les premiers petits trous, j'ai vraiment pas du tout touché au licol, ni pour la direction, ni pour les départs au trou. Et du coup, j'ai carrément tout enlevé et on a pu comme ça travailler au pas, au trot, avec des passages sur des bâches, juste en cordelette, vraiment dans la légèreté. Souvenez-vous de la séance de cordelette de cet hiver, j'avais laissé le mort ou le licol, je ne sais plus, je pense que c'était le mort, j'avais laissé au cas où, et je m'étais aidée des mots gauche et droite à la voix pour la direction. J'avais essayé des directions vraiment précises dans des passages étroits avec des tournants serrés, et ça avait été par moments un petit peu compliqué. Ici, j'ai repris le même genre d'exercice, et la direction coulait toute seule, pratiquement rien qu'au poids du corps. C'était beaucoup plus fluide, pourquoi? Parce que l'équilibre était meilleur, parce qu'entre temps on a aussi travaillé. En hiver j'avais réussi mon premier départ au trot sans qu'elle plonge et retombe sur les épaules, mais ici j'en ai réussi plusieurs. Et ce même ensuite a gardé un joli trot. En hiver on avait eu un départ correct, parce que ça c'était vraiment son gros souci, car quand elle partait au trot, elle plongeait complètement la tête par terre. Si j'avais rien sur la tête pour la relever, clairement elle accélérait non plus fini. Ici en hiver on avait réussi un premier départ sans qu'elle plonge. Par contre, au bout de quelques foulées, elle avait tendance à replonger. Ici elle a réussi à tenir le trot et même à repasser au pas sans tomber sur les épaules. Donc vraiment une belle avancée. Par contre, l'équilibre s'est un petit peu détérioré au fur et à mesure de la séance. Au début elle se tenait vraiment toute seule. Et puis après, plus la séance avançait, au bout je crois du 4-5e départ au trot, je sentais qu'elle reprenait un petit peu ses travers et que mon poids du corps ne suffisait plus à l'aider. Donc pour pas la mettre à la faute, j'ai remis un petit peu le licol, pour pas brusquer. Et de nouveau voilà, la cordelette, on a nos cordes, on se comprend, il n'y a pas de souci. Par contre, pour que la cordelette soit confortable et que ce soit un plaisir aussi pour elle, il faut que je continue à travailler cet équilibre. Que je vous avais déjà dit, je préfère travailler un petit peu en mort parce que la sensation au niveau du side pull, quand je dois reprendre un petit peu plus de contact, lui plaît moins. Et du coup, quand elle sera vraiment confortable dans son équilibre, qu'elle se tiendra d'elle-même, on pourra aller encore plus loin en cordelette. Clairement, voilà, la cordelette, est-ce que c'est une fin en soi? Pas forcément, si le cheval est confortable en mort, voilà, c'est pas une obligation. Moi j'avais envie de tester ça avec elle, mais je veux que ce soit, comme je vous disais, confortable. Quand elle perd l'équilibre pour le moment, je peux pas l'aider aussi facilement qu'en mort. Et donc du coup, ça met de la compréhension, ça met du stress, et donc je trouve ça complètement inutile. La jument, elle est beaucoup mieux que hop, en mort, je lui dis voilà, redresse-toi, et que c'est facile. Ça sert à rien d'aller mettre la cordelette pour que ce soit difficile et qu'on chipote. Parce que mon but c'est vraiment toujours de mettre plus de finesse. Communiquer le plus possible juste au savoir-être et à l'énergie. Et pour ça, voilà, il faut un cheval qui ait une locomotion, un équilibre correct. Comme vous avez vu, on a avancé énormément avec Caresse, mais je ne brusque pas les choses. Et quand on dit voilà, oui, mais elle travaille en liberté, le cheval n'est pas forcé, et quoi? Alors ça veut dire que quand on monte en mort, le cheval est forcé? Moi je dis toujours, ça dépend de comment on utilise les outils. Moi j'ai vu des chevaux monter en cordelette, que ce soit en spectacle ou même comme ça, avec 2 sticks de chaque côté de l'encolure, et qui étaient vraiment guidés par ces 2 sticks. Est-ce qu'on peut appeler ça de la légèreté? Moi je me demande si le cheval il serait pas plus à l'aise en mort ou en licol au final. À quoi ça sert de monter en cordelette si c'est pour monter avec ces 2 sticks autour de la tête? Je ne suis pas sûre que ce soit plus confortable pour le cheval. Et clairement en cordelette on peut aussi forcer le cheval, mais en liberté aussi. Ça on en a déjà parlé. On peut clairement forcer le cheval rien qu'avec la peur de la sanction. Rien qu'en fait par cette pression mentale de se dire oui mais si je ne fais pas ça je vais me faire punir derrière, et donc du coup je fais, et ça se voit souvent même dans les chevaux de spectacle qui font des choses magnifiques mais qui font ça simplement par la peur de la sanction. Donc avec ou sans mort, pour moi on peut aussi avoir un cheval qui va de son plein gré sur les passes d'obstacles, ça dépend vraiment de comment on utilise les outils.
Donc là, je vous montre quelques images d'un petit parcours qu'on a fait avec Abantos en liberté, où on a enchaîné une bâche, un petit couloir de bar, des cônes, où aussi on s'est amusé à faire des allers-retours dans un couloir de bar et dans un couloir avec une bâche. Aussi des petits reculés depuis la position assise avec de nouveau toujours cet objectif pour moi de ne travailler vraiment le plus finement possible, donc juste avec le savoir-être, sans geste pour qu'il recule. Vous avez déjà vu d'ailleurs quelques images dans le début de cette vidéo, et j'ai eu vraiment de très jolies choses sur cette séance, avec notamment même des sessions en fait au-dessus d'une barre qui venaient complètement de la proposition d'Abantos. Au moment du reculé, comme vous voyez là quand je suis assise, c'est vraiment important en fait à ce moment-là, quand on veut faire reculer le cheval comme ça, sans bouger, sans émettre de son, c'est vraiment important de prendre sa place. Pas du coup en faisant des grands gestes, juste en étant simplement sûr de soi. Et sûr de soi, c'est quoi? En fait, c'est simplement s'aimer et considérer notre valeur. Pas besoin de se grandir. Souvent quand on dit face à un cheval, il faut être sûr de soi, on sous-entend derrière inconsciemment l'idée qu'il faut être plus grand en fait que ce qu'on est. Et qu'il faut se faire un grand chef, grand... voilà, et qu'il faut tout à coup avoir une aura énorme. Non, en fait il faut juste se sentir légitime. Et rien que ça en fait, c'est pas facile déjà de se sentir légitime dans sa demande. On a tendance à se faire tout petit et à se dire j'y arriverai pas, ou alors à se faire très grand pour jouer les gros bras face au cheval. Parce que ça c'est un petit peu ce qu'on véhicule aussi. Et donc faut essayer de se donner justement de ce défi, de faire simplement ressortir ce qui est au fond de nous, plutôt que de toujours essayer de paraître, simplement de travailler avec notre sensibilité, et de se rendre compte que ce qu'on a en nous au plus profond, c'est bien plus puissant que tous les objectifs de performance ou de paraître qu'on se met nous tout seuls en fait. On est des êtres profondément complets, et la société en fait passe son temps à nous dire qu'il nous manque quelque chose. Et nous faire croire qu'on peut pas être satisfait en fait pleinement de ce qu'on a et de ce qu'on est. Et en fait voilà, c'est simplement refaire ce travail sur soi, de se dire mais moi, je m'aime comme je suis sûre de moi, je suis sûre de ma demande, et je la fais humblement, mais simplement en étant sûre, en prenant cette place. Et il n'y a pas besoin, pour faire reculer le cheval, de se grandir et de commencer à jouer les gros bras. Et ça, c'est vraiment un des enseignements que nous fait ressentir le cheval, et ça d'ailleurs, si ceux qui ont vu la petite présentation de mes séances savoir-être que je propose avec Abantos et Caresse, c'est clairement quelque chose que je vous propose de venir tester, de venir ressentir avec moi, simplement faire reculer un cheval, sans en faire trop en fait, sans s'agiter, il n'y a pas besoin de tout ça, et simplement voilà, en ressentant comme je vous disais notre juste place, pas trop bas, pas trop haut. Et là dans le petit parcours avec Abantos, je vous remets l'image juste ici, on était un petit peu fatigués tous les deux, et à la fin sur le parcours on voit, je dois un petit peu ravancer le bras un petit peu plus fort et faire un geste un petit peu plus lourd, et là c'était juste pour vous montrer, en fait quand on est comme ça obligé de devenir un petit peu plus lourd dans son geste, c'est souvent parce qu'on n'a pas été précis en amont et qu'on est obligé de rattraper. Et c'est parce que quand il a eu fini ses barres au sol, je n'ai pas réagi tout de suite, j'avais chaud, on était fatigué, je dormais un petit peu, et du coup j'ai laissé un petit moment de flottement, et du coup après pour rattraper voilà, faut être un petit peu plus lourd. Ensuite, dans la suite de nos séances, on a une magnifique séance en duo où Abantos et Caresse se sont fait des passes, ils sont joués au foot. Je pense que certains avaient déjà vu le short qui est sorti il y a un petit moment sur ma chaîne. Et là, je vais vous expliquer comment le ballon, en fait, c'est juste un support au lien. Et par cette illustration, vous faire comprendre, en fait, comme je vous ai toujours dit, les exercices, ça doit juste être un support à la communication, au lien, et pas vraiment une fin en soi. En fait, ils ont beaucoup appris par mimétisme, et ça, c'est hyper intéressant. Abantos, il avait toujours tendance à jouer avec le ballon, avec sa jambe, à pousser le ballon avec sa jambe. Mais quand il a vu Caresse, qui elle a toujours eu sa technique, c'était de pousser le ballon avec son nez, quand il a vu que Caresse faisait ça, il s'est dit « Ouh, je vais tenter pareil ». Surtout que le ballon est un petit peu mou, un petit peu dégonflé, du coup c'est vrai que la technique avec le nez marchait un petit peu mieux pour la jambe. Et on voit d'ailleurs au début, il a un petit peu du mal à maîtriser cette nouvelle technique avec le nez, il fait tourner un petit peu le ballon sur lui-même plutôt que de l'envoyer, et puis on voit voilà, que petit à petit ça s'améliore. Et grâce à Abantos, Caresse de son côté, elle a appris à pousser avec la jambe. C'est quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Et là, je voyais, elle avait envie, elle voyait Abantos le faire, et petit à petit, je voyais, elle commençait à lever un petit peu la jambe, à essayer. Donc du coup, je l'ai encouragée, je lui ai dit voilà, mais vas-y, essaye. Puis hop, elle a sauté le pas, et puis elle aussi s'est mise à toucher le ballon avec sa jambe. Et en sachant que Caresse a toujours eu très peur de tout ce qui touchait au niveau des jambes, maintenant ça va beaucoup mieux, mais voilà, qu'elle ait cette envie de proposer elle-même de faire quelque chose avec sa jambe, je trouve que c'était vraiment très bien. Au début, j'ai vraiment travaillé avec chacun à son tour, donc Caresse pousse le ballon, puis je vais près d'Abantos, Abantos pousse le ballon, donc chacun devait attendre un petit peu son tour au début.
Et on voit que Abantos, il a du mal lui à attendre. On voit même à un moment donné, il fait la grimace quand je m'occupe de Caresse. Il s'ennuie très vite et il a besoin de mon contact. Et ça en vient au fait que les chevaux, voilà, ils vont pas jouer seuls avec le ballon. Ce qui leur plaît, c'est pas le ballon en soi, c'est pas de jouer tout seul avec le ballon, c'est vraiment de jouer ensemble. Alors là, il y a eu deux aspects. Il y a eu le fait qu'ils étaient tous les deux et qu'ils se sont vraiment stimulés l'un l'autre, déjà par le côté mimétisme, ils ont appris chacun un petit peu l'un de l'autre, ils se stimulaient parce qu'ils se faisaient contaminer par la joie de l'autre cheval, mais aussi parce que j'étais là et parce qu'on partageait du coup, comme je vous disais tout à l'heure, on partageait quelque chose ensemble, on partageait la joie avec moi, et ce qui les amuse c'est vraiment voilà, le partage, l'harmonie. D'ailleurs si je les laisse tout seuls avec le ballon et que j'anime plus la séance, ils vont très vite se désintéresser et aller brouter. Donc, ce qui les tient c'est vraiment de nouveau l'émotion, le partage. Et Abantos, il a encore plus besoin de ce partage et il se frustre très très vite. Ce genre de séance, ça lui fait du bien parce qu'en solo, je suis 100% sur lui, alors qu'ici, ça l'oblige à attendre pendant que je m'occupe de l'autre cheval. On voit qu'il accepte tout à fait l'attendre, sans stress, si je me mets à chipoter au bar, à chipoter à l'exercice, ça il a l'habitude, parce qu'en séance solo, il le fait aussi. Mais si je m'occupe de Caresse, là c'est plus dur de résister. Pourquoi? Parce qu'il entend que je partage avec elle, que je lui parle, qu'on est comme ça dans l'émotion, et il a besoin, il veut ce partage également. Et on voit d'ailleurs le moment où il cède et où il a tendance à venir, c'est pas le moment où je donne la friandise, c'est pas parce que là on pourrait dire oui je donne un bonbon donc il vient aussi. Non, c'est vraiment au moment où on est dans l'émotion avec Caresse, où on se parle et il se dit oui moi aussi je veux ça. Mais là où il a vraiment progressé sur sa frustration, c'est qu'il n'y a pas eu de coup de tête ni de déconnexion parce que je lui disais non recule, attends encore. Il a accepté de retourner un petit peu plus loin et d'attendre sans se laisser déborder. Ce qui est bien aussi, c'est que Caresse n'a rien dit quand Abantos débordait un petit peu et revenait un petit peu lui chipper le ballon. Pourquoi? Parce qu'elle a vu en fait que je m'en chargeais et que c'est moi qui guidais jusqu'où Abantos pouvait aller. Parfois, voilà, je le laissais vider un petit peu sa frustration, venir un petit peu prendre le ballon, et voilà, et c'est moi qui mettais en fait les limites quand il pouvait et quand c'était stop. Et donc Caresse a vraiment senti ça et du coup elle ne s'est pas immiscée parce qu'elle a vu que c'était moi qui gérais. Et donc ça, voilà, quand on joue comme ça à deux sur un exercice comme ça qui leur plaît, là c'est vraiment un super moment pour gérer justement les frustrations de chacun. Et mettre un petit peu des limites à Abantos sans aller trop loin non plus pour qu'il passe complètement dans le rouge. Mais voilà, ça c'est vraiment le bon moment pour faire ça. Et aussi, on voit, ça c'est aussi une compétence pour les chevaux comme pour nous, savoir passer du jeu en énergie vraiment haute, où on est dans la joie et tout, dans le partage avec le ballon, à une énergie tout à coup basse en une fraction de seconde et on met complètement du calme. Et ça, c'est quand je passais au milieu un petit peu du terrain de jeu, comme un arbitre, quand le ballon était parti rouler plus loin, que je devais aller le chercher et que je leur demandais simplement de rester calme, chacun à leur place, sans bouger. Et donc on passait vraiment d'une énergie haute de jeu à un moment où hop, je faisais mon geste, là je passais entre les deux et je dis voilà, on reste dans le calme et je vais aller chercher le ballon. Et ça, les chevaux ils me suivent là-dedans, on reste dans l'harmonie, hop, tout de suite ils se calment, énergie basse, ils attendent. Et on voit vraiment la différence de caractère, comme je vous disais tout à l'heure au niveau de la frustration, mais même aussi au niveau chacun de se comporter par rapport au jeu. Caresse est beaucoup plus posée, elle attend son tour, elle fait rien sans mon avis. Elle a vraiment besoin, même quand je lui demande de pousser le ballon, on a l'impression qu'elle analyse, qu'elle se pose 1000 questions, alors qu'Abantos, lui, c'est paf paf paf, on y va quoi. Et on voit qu'Abantos, voilà, est dans une énergie plus haute que Caresse, il est beaucoup plus comme ça dans les émotions hautes. Il faut savoir du coup le cerner émotionnellement, sinon il va se déborder lui-même en fait, si on n'est pas là en train de l'aider avec ses émotions. Abantos, il va vraiment chercher mon contact tout le temps, jusqu'à avoir ma réponse sur sa demande. Et il peut devenir du coup frustré si, voilà, il n'y a pas eu de réponse, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Caresse, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, et que je ne réponds rien, bon, elle va demander une fois, deux fois, ok, elle s'en va. Elle va pas se déborder, elle va pas me déborder. Abantos, lui, il a découvert qu'on pouvait dialoguer avec l'humain, et depuis, il recherche vraiment ça, et il se monte en pression s'il ne comprend pas les réponses de l'humain. Et donc c'est pour ça on en revient aux séances savoir-être dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont vraiment deux profils très intéressants en fait. Abantos va justement s'adresser à des gens qui ont déjà peut-être un savoir-être un petit peu meilleur ou qui ont déjà pas mal travaillé avec des chevaux. Parce que c'est un cheval qui va vraiment chercher le contact, chercher la réponse, et qui peut donc vraiment monter dans les tours si on n'apporte pas une bonne réponse. Alors que Caresse, elle va redescendre et elle va aller faire sa déconnexion de son côté. Et donc ces séances de savoir-être, là je vous en parle là ici, c'est pas ce que je fais le plus parce que clairement je veux les préserver aussi, je veux pas qu'ils se fassent embrouiller dans ce qu'ils connaissent, dans la façon de communiquer, je veux vraiment que ça reste ponctuel. Mais quand je le fais, je le présente vraiment comme un exercice à Abantos et à Caresse, et c'est un exercice qu'ils font avec moi, en fait comme tout le reste. Sauf que
Le jeu, bah, c'est pas de comprendre ou de découvrir un objet comme on le fait d'habitude en séance, c'est de découvrir un humain qui vient travailler avec eux. Et du coup, ils se retrouvent pas seuls face à la personne, et ça permet de les perturber un petit peu moins. Et puis évidemment, voilà, toujours arrêter ou changer d'exercice avant qu'ils saturent. Et pour en revenir à notre séance avec le ballon, je voulais faire encore un petit point au niveau de tout ce qui est voix. On dit toujours le monde des chevaux, le monde des animaux en général, c'est un monde de silence. Et pourtant, moi je trouve que c'est vraiment important de leur parler. Parce que de nouveau, on n'est pas des chevaux, ils le savent. Et la voix, bah, c'est ce qu'on utilise nous, c'est notre moyen de communication. Et c'est avec ça qu'on fait passer le plus de choses. Alors évidemment, moi je vous dis toujours, mon but c'est d'avoir un savoir-être de mieux en mieux pour faire passer de plus en plus d'émotions. Seulement ça, c'est dur. D'avoir un savoir-être qui fait passer autant de choses que le savoir-être d'un cheval, c'est long, ça qui est pas comme ça. Et on peut faire plus de bêtises justement avec un savoir-être qui n'est pas juste. Et on peut du coup tomber dans une ambiance froide. Oui, avantage. Jeu libre. Pousse. Oui. Caresse. Non, ok, encore avantage. Oui, merci Mandou. Et je peux jouer un peu avec caresse? Non. Alors qu'avec la voix, oui, c'est pas le vocabulaire du cheval en effet, mais on peut faire passer beaucoup de choses et le cheval il a besoin justement de sentir des choses. Et donc si par votre savoir-être vous sentez que les émotions ne passent pas, c'est très important. La joie par exemple, c'est dur de la faire passer sans parler, sans geste, sans rien. Alors on a le sourire, on a tout ça, mais pour exprimer profondément notre joie, on a encore besoin de notre voix. Et là, ça se passe bien justement dans cette séance avec le ballon, parce que je suis vraiment dans la joie que j'exprime par la voix, etc. Et que si je restais dans le silence sans rien dire, même si mes gestes étaient justes, etc., pour leur proposer de pousser le ballon, ils se seraient très très vite désintéressés parce qu'il n'y aurait pas eu ce partage. Et donc je trouve que sur des jeux comme ça, la voix est vraiment très importante. Après, quand on est sur des exercices entre guillemets plus sérieux, hein, même si pour le cheval ça ne veut rien dire, mais pour nous plus sérieux, là on peut être un petit peu plus juste dans le savoir-être et mettre moins de voix. Mais quand on est comme ça dans la détente, dans le jeu, je trouve que c'est important d'accompagner avec la voix. Et clairement, après, pour ne pas les inonder tout le temps, de faire des moments de pause dans le silence. Mais c'est important d'avoir des vrais partages de joie, et je trouve que pour la joie, bah, la voix, c'est vraiment une bonne chose. Et on voit avec le ballon, et ça m'a en quelque sorte étonnée, parce qu'en fait ils ont très vite compris le jeu, que le but c'était de pousser le ballon vers l'autre cheval, et que l'autre cheval du coup repoussait le ballon à son tour. Parce que moi je m'étais dit, oui ils vont se faire des passes, je m'étais dit dans l'univers du cheval ça ne veut absolument rien dire, je ne voyais pas trop comment leur faire comprendre ça, puis de nouveau je me suis un petit peu laissée guider, et au final eux-mêmes ont apporté la réponse. Ils ont compris en fait la stratégie qu'il y avait derrière ce jeu, et du coup pour ça je vais vous mettre en lien une étude avec un article de la BBC avec le docteur Kari Ijichi, je pense que je le prononce très très mal, une chercheuse principale en équine à la NTU, et qui montre que justement les chevaux sont beaucoup plus avancés cognitivement que ce qu'on pensait. En fait, ils sont tout à fait capables de planifier et d'élaborer des stratégies, et de comprendre justement des jeux un petit peu complexes et qui ne sont pas juste simplement en train de répondre à un stimulus dans l'instant présent. Ils sont capables de comprendre, d'avoir une picture globale, une image globale de l'exercice, et de s'adapter rapidement à un jeu, même avec des règles changeantes. Et ça, je vous laisse découvrir du coup l'expérience qui a été réalisée pour prouver ça. Et ça rejoint toujours ce que je vous ai dit, j'avais pas encore l'étude à ce moment-là, mais moi je vous ai toujours dit, pour moi le cheval, il faut qu'il ait une vision globale de l'exercice pour qu'il comprenne, voilà, ce qu'on cherche, où on va, et pas simplement lui décomposer les choses et qu'il réponde justement seulement à un stimulus dans l'instant présent. C'est quelque chose que j'avais pressenti, et voilà, on a maintenant ici l'étude. Et ils comprennent en effet beaucoup plus de choses que ce qu'on pense, et ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure avec la voix, avec les émotions. Je me souviendrai toujours de cette histoire avec Domino qui s'était mis à bouder pendant plusieurs jours, parce que c'était une journée où j'étais partie sur un trail park avec Apantos, on était revenu le soir. Maman avait voulu aller chercher Domino en prairie et elle s'était pas laissée attraper, ce qui n'arrivait jamais. Et puis maman s'était dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle avait dit à Domino, Aurélia va venir s'occuper de toi. Et puis Domino, du coup, on aurait dit vraiment qu'elle avait compris, parce qu'elle s'était mise du coup à attendre dans l'abri à l'intérieur, au niveau de l'écurie intérieure, à attendre que je revienne. Mais moi, le problème, c'est que j'avais oublié des affaires dans le van qui étaient reparties, et du coup j'avais pas pu m'occuper de Domino. Tout de suite après avoir rentré à Ventos, j'étais repartie chercher les affaires, et du coup Domino avait attendu, et quand maman lui a dit ensuite non elle viendra pas, tout de suite elle est partie fâchée au fond de la prairie, et puis après elle m'a boudé pendant quand même un petit moment. La séance suivante, je me souviens, avait été très très compliquée parce que c'était du jument qui, quand je m'absentais comme ça un petit moment, avait tendance vraiment à bouder, à faire vraiment la tête.
Et de nouveau, ça montre aussi la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes, la conscience du temps aussi qui passe. Et voilà, là je ne sais pas ce qu'elle avait compris dans ce que maman lui avait dit, mais en tout cas, elle a vraiment une réaction à chacune des paroles en lien vraiment avec la situation. Donc je pense qu'on n'est pas au bout et qu'il y aura encore des études qui vont sortir. Je pense que les chevaux, ils observent énormément, même s'ils ne comprennent pas les mots, ils arrivent vraiment à comprendre des situations et avoir de nouveau une image globale de ce qui se passe, du fait que je suis partie pendant un moment, que je devais revenir m'occuper d'elle, que je ne suis pas venue m'occuper d'elle, et que du coup voilà, elle n'était pas juste dans l'instant T. On voit vraiment qu'il y a eu une réflexion, une bouderie par rapport à une succession d'événements dans le temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris de nouveau des choses avec nous. En tout cas, je me fais un plaisir comme d'habitude de vous retrouver en commentaire pour discuter de tout ça. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.